ravis de vous accueillir. Ça fait un moment qu'on avait envie de présenter nos nouveaux bureaux. Certains d'entre vous se rappellent sûrement de nos bureaux à Calbas, à Junction. On est arrivé, on était à 10, 15, puis 50, et puis 100. Et puis on a été split sur 2 niveaux, parce qu'il n'y a pas de place pour accueillir tout le monde au premier étage. Et quand Jean-Michel nous a partagé le projet de Beauplan, c'est vrai que la priorité, et ce qui tenait à tout le monde à cœur, c'est qu'on soit tous sur un même fleur et un même level pour garder et préserver au maximum l'esprit de famille insufflé par la famille Pitot. On est ravis de vous avoir ce soir. Et voilà, et surtout de créer un environnement. On a toujours mis beaucoup d'énergie à créer une identité très forte dans chacun de nos hôtels. Et on avait aussi envie, nous, au Head Office, d'avoir des bureaux avec une identité, pardon, c'est pas facile à prononcer, forte, et voilà, et que ça soit plus qu'un bureau, et qu'il soit un espace collaboratif, inclusif, ouvert, où bouillonnent les idées de tout le monde, et que ça soit reflété dans les espaces, sur les murs. Et c'est vrai qu'on a choisi aussi d'habiller les murs pour raconter l'histoire, l'attitude, la mémoire, l'actuel, le présent, ce qui se développe, et aussi nos projets futurs. Donc voilà, Géraldine Harel, qui est notre ID décoratrice in-house maintenant, n'est pas là, mais on a travaillé avec elle sur ce super projet, avec Anso également et toute l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez l'amphithéâtre, mais vous verrez les bureaux là au-dessus, c'est vraiment chouette, et l'espace est hyper convivial. On a un coworking et plusieurs autres, un rooftop hyper chouette. Anso vous racontera comment, enfin elle ne racontera pas les histoires qu'on se raconte sur le rooftop le vendredi soir, mais c'est un espace très convivial. Donc voilà, je te passe la parole pour la suite. Alors ici, vous l'aurez compris, c'est des bureaux pas comme les autres. Sur les murs, vous trouverez des tableaux d'artistes locaux. Toute l'identité visuelle des bureaux a été travaillée par Evan Sohan et par Zoo, que vous trouverez sur nos meeting rooms. Donc on a un espace d'expo permanente. Et puis, donc on a un amphithéâtre qui côtoie aussi un studio de podcast, parce qu'on croit que le podcast c'est le média du futur, n'est-ce pas Esther? On a déjà enregistré un épisode avec Bliss, donc on était très fiers de l'accueillir et d'enregistrer le premier épisode dans notre salle à Maurice, mais on a encore plein de beaux projets pour cette salle. Et puis on a un espace de coworking, où on se retrouve souvent quand on n'a plus trop de place dans nos meeting rooms, ce qui arrive de temps en temps, et on a un super rooftop où on déjeune tout le monde ensemble et on prend des bières accessoirement les vendredis soirs. On dit pas qu'ils sont payés. Ensuite, donc pour la réception, on a créé un lobby qu'on a voulu refléter dans l'esprit d'un salon des années 70 pour figer le temps, histoire de parler d'un grand homme, et je laisserai Jean-Michel la parole tout à l'heure pour vous parler de l'expo sur l'histoire de Michel Pitot. Donc un merci spécial à Mélissa et à Margot qui ont travaillé sur le copywriting, qui nous ont accompagnés sur le projet de l'histoire d'attitudinaire de famille, et à Yann, qui est là je pense, qui nous a accompagnés sur la naissance du groupe Attitude, donc toute l'expo permanente dans le couloir que vous verrez tout à l'heure. Et ensuite, ce qu'on voulait vous partager aussi, c'est qu'on est en train de définir toutes les formes que ce lieu prendra, les bureaux, et qu'on veut que ce sera un espace de rencontre, d'échange, et puis vraiment propice aux idées, et qu'on veut vraiment un espace ouvert et hyper accueillant et convivial. Donc on vous laisse faire le tour, regarder ce qu'on a à vous montrer au premier étage, et puis on montrera au second. Merci beaucoup. Je vais passer notre artiste, notre créativité. Et puis content de voir mes sœurs. Il manque une toujours, par là. Une qui plane par là, Marie-Laure n'est pas là, Marie-Laure n'est pas là. Mais c'est important d'avoir la famille, comme l'a si bien dit Clémentine. C'est une belle famille familiale. Donc merci d'être là.
Donc oui, après Junction, il fallait qu'on ait un bureau différent, plus grand pour les raisons évoquées par Clémentine. Et il était important pour moi aussi, et pour nous surtout, de trouver le moyen, dans la conception du bureau, de créer une zone qui make sense, et pour donner un hommage à mes pères. Et cet hommage est traduit dans ce lobby que vous avez avec ce titre qui est là-haut. Et surtout beaucoup de choses qui sont là, et je vais parcourir rapidement pour vous expliquer un peu le comment du pourquoi. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire passer comme message. Donc mon père était un acteur important de cette industrie depuis ses jeunes âges, depuis qu'il avait 4-25 ans. Il est mouillé dans cette industrie dans les années 50. Donc c'est vraiment parmi quelques autres, clairement, pas le seul, qui a contribué à faire de cette industrie ce que c'est aujourd'hui. Donc ce qu'on dit ici comme message, c'est pas que mon père était l'inventeur du tourisme mauricien. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est là pour dire qu'il a participé à travers avec d'autres collaborateurs. Et l'idée ici, c'est à travers ses yeux, voir comment il a vu cette industrie-là se faire. C'est ça l'esprit de cette fresque. Donc ça c'est important. Et puis je voulais également à travers ce qu'on montre ici, que certains jeunes qui passent dans ce couloir se posent des questions un peu. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment cette industrie existe? Et qui comprennent qu'il y a tout ce que nous avons aujourd'hui comme étant un fait accompli de 1,4 million de touristes, je sais combien de chambres d'hôtel, je sais combien d'hôtels, ainsi de suite, savoir tout ça sort et que c'est pas comme s'il devait tomber du ciel. Il y a eu du travail derrière, il y a eu des challenges, il y a eu des convictions, il y a eu des bagarres certainement. La partie était pas gagnée d'avance. Impossible. Maurice n'était pas du tout perçu comme étant un winning horse, je dirais, dans l'industrie. Il y a d'autres destinations comme les Seychelles, comme d'autres, qui étaient déjà en avance sur Maurice. Mais voilà, donc malgré tout ça, il y a eu beaucoup d'agilité, beaucoup de perspicacité, beaucoup de belles également, je ne vais pas marquer ici, mais il faut vraiment reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de partenariats privés, à l'époque de l'indépendance avec Tcha-Tcha, Angoula. Je me rappelle, il y a eu quand même, parce que j'ai entendu beaucoup de ce partenariat-là a été extrêmement fructueux. Et on voit dans la presse tous les jours aujourd'hui revendiquer encore ce partenariat-là. Et le fils de ça, Angoula, l'a dit dernièrement dans le discours qu'il a mis au Japon. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment une belle coopération. Et puis, je vais aller un peu vite là, je vais vous expliquer comment, au fil des années, bon, cette fresque-là, je vais sur la fresque, mais cette agilité-là, elle est traduite dans les choses suivantes. Par exemple, quand j'ai relu un peu les notes de mon père dans son livre qu'il a écrit sur le tourisme en Maurice, il fait état par exemple en 1952. Pour le combat, parce que le British Airways va s'arrêter à Maurice. Ensuite, on a un vol Londres, Nairobi, Rome, Joburg, Maurice, Île Coco. Voilà. Donc, pour le mal combat, il faut avoir 40 chambres pour le laisser. C'est malheureux d'équipier. Donc, c'est là où moi, le jour, le parc hôtel, par exemple. Donc, problème, solution et le début de l'industrie. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui ont fait qu'au fil du temps, dans les années 50, 55, 60, 70, par exemple, les touristes viennent, il faut les mettre dans des voitures, faire des solutions. Après, une location de voitures se crée, de facto. Donc, tous les besoins se font connaître, et au fil du temps, les solutions sont mises en place, et tout à petit, le puzzle de l'industrie se construit comme ça. Ça, c'est une anecdote. Et le tourisme, il faut reconnaître aussi que c'était pas seulement que le incoming, il y avait également du outgoing dans cette industrie-là. L'outgoing représenté par l'agence de voyage. Et pour parler un peu d'agilité,
on parlait d'agilité, etc. Il y avait également, quand c'est l'avion le plus cher, vous arrivez à Maurice, il y avait des Mauriciens qui prenaient des billets pour aller voyager. Pas beaucoup, 4, 5, 10 peut-être maximum. Et mon père nous racontait à l'époque MTTV, la boîte dans laquelle il a vraiment commencé à travailler, qui était la source de son pied dans l'industrie, je dirais. MTTV, c'est Mauritius Travel Tourist Bureau, qui était une filiale de Rogers. Et racontait que lui, en tant que petit jeune là, il avait pour mission d'abord il avait vendu à le client son billet d'avion. Il fallait qu'un visa pour aller jusqu'au bout. Le visa prenait 2 mois pour avoir peut-être, donc il prenait des passeports, des billets, des documents de voyage. Donc là, ça partait à Tamata ou à Antananarivo ou à Joburg pour avoir le visa. Et le jour J où l'avion était là, lui, il avait la mission de déposer le visa dans la main du client à l'heure J. Il racontait une anecdote qu'un soir, il avait peut-être un aussi trop, il fallait qu'il aille à 5 h du matin déposer des passeports des clients qui attendaient l'entrée dans l'avion. Donc ça, c'était beaucoup d'ajustements et de petits détails comme ça, qui font un peu l'anecdote de cette industrie qui s'est créée petit à petit. Une autre anecdote, c'est, par exemple, à un moment donné, il fallait un TDB qui était passionnant du groupe Rogers, MTD Naga, etc., à travers la famille Gambier, qui possédait la montagne du monde, avec tout le paquet de terrain autour. Mais tout le monde a fait un deal pour louer, je pense, 1000 apports de terrain, louer là. On fait 6 petits ronds qui était le premier hôtel de cette péninsule. Okay, ça on parle des années 55 probablement. Et aujourd'hui, sur cette même péninsule-là, il y a à peu près 1000 chambres d'hôtel, la Bobine et du Paradis. Donc en 50 ans, voire plus. Comment tout ça commençait avec des petites choses. Et comment il dit également dans son histoire, comment, en panique générale, quand la princesse Anne à Maurice, juste avant l'indépendance, par exemple, il faut la recevoir, il y a le roi Alpin n'est pas là, ou peu importe, Saint-Jean n'est pas là. Comment on fait pour faire un de ces petits roulavelles sur le bord de la plage, trouver de l'eau, trouver la climatisation, enfin, je vous des petites anecdotes qui ont fait que ces petits gens sont posés, ça prend du temps, et bien sûr, et puis il faut dire qu'il y avait beaucoup également de fameux bureau MTTV en question, avec la mission de vraiment chercher tout par définition d'agence de voyage, mais il fallait bien trouver des manières de faire venir les gens en Maurice. À l'époque, il raconte faire venir l'équipe de football de l'Angleterre, c'était inédit. Et puis les troupes de théâtre de Paris, en 1965 par exemple, c'était inédit. Et ainsi de suite. Donc beaucoup de petites choses comme ça qui ont fait que la réputation du pays s'est mise en place. Et on est là aujourd'hui. Donc quand on écoute, on voit un peu tout ça, et on voit d'autres choses qui se passent là. Donc, par exemple, on voit des brochures qui datent de je ne sais combien de temps. Donc ici, c'est vraiment un petit musée. Si les gens sont intéressés, ils peuvent passer du temps ici. Effectivement, à comprendre, et prendre ces livres-là et lire, et comprendre un peu l'histoire de chacun, des petites anecdotes que j'ai racontées là. Et comme je l'ai dit un peu au début, un petit jeune de 30 ans, écoute tout ça, il me dit, mais on va chercher, on va chercher, il veut, hein. Quel est le problème? Et c'est, moi c'est un concern dans ma tête en me disant, il faut que je laisse, et c'est aussi vrai pour l'industrie du textile, autre chose, hein, qu'il y a eu ces pères formateurs, j'appelle ça, je vais un peu voir, mais qui ont cru aussi, parce qu'il y avait quand même des courants négatifs, les gens disaient, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, mais, et mon père était dans ce gang de ces 3, 4, 5, 10, 15 personnes, ou 20 personnes dans cette industrie-là, à croire, et à vraiment construire l'industrie, à travers quelques anecdotes, certes, et à travers dedans, quelque chose après. Donc et les jeunes aujourd'hui, c'est important qu'ils comprennent que, on s'en embête un peu quand on entend des jeunes critiquer, on dit ouais, c'est incroyable, on va nous y arriver. C'est de comprendre pourquoi on est là, comment on est là, et de respecter également ce commerçant. Bon, ça c'est mis à part, mais un des buts, c'est ce genre de message-là que je me passe aux jeunes quand je les vois. Je les. Tu trouves ça, Vincent? Moi, Joël aussi, tu passes, c'est bien. Alors, je fais un petit extrait, je vais lire doucement un extrait du livre qu'il a écrit, mon père, sur justement l'arrivée d'un paquebot.
C'était en 1958, le paquebot Vistaford qui débarque à Port-Louis. 800 personnes. Premier paquebot de croisière à Maurice. Donc là, problème, il faut des bus. Alors on va voir Aqua Transport ou CNN de l'époque, ou CNN de maintenant, il faut des bus, il faut les nettoyer, les faire propre. Ouais. Il faut trouver les hôtesses, ben, il va avoir dans ses copines de soirée, ses copines, un petit casquette sur la tête. Donc des hôtesses de. On a fait prévoir la présence d'une banque à bord du bateau pour échanger les devises, préparer le repas pour les touristes à plusieurs points de chute dans l'île. Clairement, il n'y a pas de restaurants et des stand-by. Tout cela est nouveau pour nous, mais cette première est un succès. Plusieurs autres paquebots furent par la suite look after par la MTTV, donc cette fameuse compagnie, dont le France qui est venu à Maurice. Donc, comme quoi, aujourd'hui, tout ça va parler normal. Il y a à Maurice aujourd'hui 25-30 paquebots par an, si je ne me trompe pas. On a attrapé 300 000 plaisanciers qui débarquent à Maurice. Mais comment à l'époque, c'était vraiment le pharaon, un peu. Il fallait trouver la formule, faire des copines, rentrer dans le bus, aller expliquer un peu ce que nous, le procès, ou whatever. Donc c'est assez sympathique, mais combien on voit que les chemins ont été glorieux. Donc mon père était donc manager de cette agence qui s'appelle MTTV, il décrit là, et il a également, cette agence a été partie prenante du groupe Rogers, avec les mégas, et c'est à travers ces deux entités, fondamentalement, et lui, je me souviens dans ma jeunesse, il travaillait avec des mégas tous les jours, main dans la main, c'est eux qui allaient sur le terrain, c'est eux qui ont mis en place beaucoup d'hôtels, beaucoup de projets d'hôtels. Donc il a grandi avec Dédé, lui, par rapport à Rogers, d'autres ont fait autre chose certainement, mais c'est vrai qu'il était à ses côtés. Là je parle des années 60-70, c'était Mauritius Hotel Group qui est devenu New Mauritius Hotel, et puis il a eu affaire donc le réceptif MTTV, donc ça un petit peu plus tôt. Puis il est venu en 1983 Béran Lagranvé, donc une esquisse qui est juste sur la tête de mon fils, du reste, là. Donc Béran Lagranvé en 1983, c'est un hôtel qui est construit en complémentarité des hôtels de LMH, en 1983. Différenciant, petits hôtels de charme, look créole, case créole, etc. Donc il met ça en avant parce qu'il y avait ces grands hôtels comme à l'époque où Royal Palm se fait à la même époque, Saint-Géron, Tour-Biche, Molle Brabant, c'est un hôtel de 100 chambres à ce moment-là, le petit Mondarvel est devenu un petit hôtel de 100 chambres. Donc Véranda devient un petit hôtel de charme. Au même moment, il y a Villa Caroline qui se construit aussi dans le Grand Ouest. Et puis, le Royal Palm se fait en 85, donc mon père est parti prenant de ce développement-là. Il y a une esquisse sur Royal Palm derrière Romeo, tu vois. Avant, il n'y avait pas de 3D. Il n'y avait pas de 3D sur l'ordinateur, il y avait un architecte qui prenait son crayon bleu qui dessinait. Donc c'est sympa. Et, donc moi finalement, je me joins à Véranda en 90 et je commence l'histoire de Véranda que Vincent va raconter. Non, Vincent va pas raconter. En 90, je me joins à Véranda et je trace ma route, moi, je mets le pied dans les triangles en 90 et je trace ma route avec Véranda jusqu'en 2008 avec l'ouverture du ballon. Donc, on voulait donc, d'une manière un peu rapidos, vous faire voir. Et alors, je reviens à la fesse, je voulais expliquer un peu l'esprit aussi du comment et du pourquoi. Le principe de la fesse, bon, on a parlé, il y a deux femmes talentueuses qui nous ont aidés, c'est Margot Délo et Mélissa Le Clésio. Mélissa n'est pas là, c'est Margot, heureusement. Donc, il fallait aller fouiller. À partir du moment où on s'est dit qu'on va créer cette histoire du tourisme à travers le droit personnel de Michel Pitot, il fallait aller fouiller dans ses archives personnelles. Et je le sais, mes sœurs ont certainement. Il y avait beaucoup de choses que mon père gardait. Et tout ce que vous voyez là, face à une boîte dans la maison, avec ces lettres qui datent de 1940, 1945. Et une espèce de muséologue, on dira, parce que naturel, avec des courriers qui datent de très longtemps. Donc on a eu pas mal de matériel. Et je dois dire que Margot et Mélissa ont pris beaucoup de temps pour fouiller un peu dans ces boîtes-là, retirer les choses qu'on pensait être les plus importantes,
ça commence sa vie de jeune et très navigateur, pour remettre ça en perspective d'une manière assez, bien sûr, séquentielle, dans le temps, pour que quelqu'un qui vient là prendre le temps de comprendre où ça a commencé et quelles sont les grandes étapes. Les étapes sont ici avec les dates précises. Vous verrez des petits roulants du paradis qui est là. Et vous voyez une belle photo de ma mère assise sur le bagnole, sur le terrain de Roubiche, qui était vraiment 40 ans avant de côté magnifique. Donc ça c'était le challenge, c'est de choisir, de sélectionner les pièces les plus importantes qui make sense pour nous, au-delà des livres qui sont là, parce que et puis il fallait choisir certains thèmes pour faire vivre cette fresque-là. Donc à travers la fresque, la personne qui prend un peu de temps de passer là, on découvrira le Michel visionnaire, le Michel voyageur, je sais qu'il a voyagé, il y a des lettres là qui datent de Fidji. Donc ça, il a beaucoup voyagé, tous ces voyages, il racontait des idées sur l'hôtellerie qu'il voyait à Fidji par exemple, il voyait aux Bahamas, il voyait à Hawaï, il voyait aux Seychelles. Chacun de ces voyages, il revenait avec des plans, du reste manger des carnets. Des petits carnets, peut-être pas ça, mais des petits carnets de dessin d'un hôtel de Fidji par exemple, qui a pris en 1965 par exemple, on a dû servir à construire quelque chose ici. Donc dessus, je vois que j'ai un très bon dessinateur, sans plus de ça. Je confirme. Jean-Marc Guénon est parfois jaloux. Je suis beaucoup challengé. Ouais, non, on voit Michel Lyonnais, voyageur. Je parlais pourquoi voyageur. Et puis, j'aime bien la culture. On n'est pas malheureusement hérité de son goût en culture, je dirais, mais il est un grand lecteur. Et il avait une bibliothèque chez lui phénoménale. On a regardé quelques-uns ici, quelques-uns sont chez nous, bien sûr. Mais beaucoup de lecture. Et puis il est navigateur, voilà, très jeune. Navigateur, il a passé un peu dans le de la mer à moi, certainement, et à mes sœurs, et à ma famille, mes enfants. Et puis derrière vous, il y a un bateau qui est là, une maquette d'un bateau qui a fait partie de sa vie intégrante, parce qu'il a construit à Maurice en 1954, si je ne me trompe pas, avec un ami, pour faire le tour du monde. Bon, il a fait un demi-tour du monde. Il est revenu en 1958 pour se marier et avoir 4 beaux enfants. C'est vraiment une belle décision, mais ça démontre son esprit voyageur, un peu entrepreneurial, je dirais. Aller chercher, aller voir, aller essayer de découvrir d'autres choses, d'autres horizons. Et le bateau existe toujours, le bateau est dans la baie de l'Ouest, un cas seulement, mais il est toujours là. C'est une fantastique de mon prochain podcast. Écoutez, voilà, moi finalement, pourquoi ça me parle tout ça? Parce que de mes 63 ans, je suis debout devant vous, je me dis qu'est-ce que j'ai appris de mon père, qu'est-ce que mon père a à nous apprendre. Et je vais pas aller dans la formule familiale, etc., mais beaucoup plus business. Donc il y a trois choses que j'ai marquées qui sont importantes que moi, d'une manière consciente, j'ai capté de mon père, parce que dans les 1990 jusqu'en 2008, il était mon patron, donc je ne jouais pas beaucoup, si ce n'est les dimanches et les samedis, et c'est peut-être là qu'on travaillait plus que dans les bureaux. Donc pourquoi ça? Parce que c'était vraiment un patron laissé-faire. Il laissait faire beaucoup de choses dans une liberté d'action extraordinaire. Donc c'était un peu également, moi j'appelle ça le laisser-faire leadership que j'ai pratiqué. J'ai beaucoup pratiqué ça avec les collaborateurs ici présents. Et je crois que Vincent et Clémentine et Esther Benito toujours, n'est-ce pas? C'est un peu l'ADN de l'entreprise aujourd'hui. On veut vraiment donner un maximum de liberté aux gens de faire, de sortir de la limite, je dirais, d'aller chercher un peu plus loin et de se satisfaire, de se nourrir de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est un peu c'est ça, je dirais, c'est une chose que j'ai gardé de mon père, c'est de le laisser faire là. Et puis on parle également d'humilité.
humilité. Il reste quand même un homme extrêmement humble dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a entrepris. Dominique a beaucoup travaillé avec lui, il pouvait plus que témoigner. Donc jamais, enfin, c'est pas une grande gueule. C'est pas une grande gueule, c'est pas moi je, tu restes parfois moi je, attention moi je. Mais ouais. Bref, non, l'humilité est important et ça reste aujourd'hui dans l'ADN de l'entreprise, humilité, respect. Donc clairement c'est un héritage. Et le laisser faire attitude. Voilà, le laisser faire attitude. Je crois que c'est ça notre ADN. Donc voilà, cet endroit-là, elle a pour mission justement de faire souvenir de ces belles choses-là. Moi, j'ai terminé mon temps, c'était un plaisir de m'en parler. Et je prendrai les réponses et les questions comme vous voulez, bien sûr. Mais Vincent va prendre la troisième mi-temps, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un bon histoire. Attitude. Les petites brochures qui sont là. Non, pour vous aider à comprendre cette presse-là, la petite brochure est là. Vous dites voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, cherchez la ici. Chacune de ces pièces qu'on a mis là, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est là. Mon dernier message, je vais l'expliquer. Donc voilà, moi je passe la parole à Vincent qui va continuer parce qu'on va marcher au moment donné, aller dans l'autre partie des blocs. Pour la suite, Vincent. Bravo, Je crois qu'on va faire encore un autre applaudissement après que je vous ai dit quelques mots, puisque Jean-Michel Stein, il raconte ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, mais je ne connais pas beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui ont pu créer 3 groupes hôteliers entre père et fils. Ça, c'est sur la partie visible, et il y a aussi la famille avec les sœurs et les enfants derrière, donc bravo. Des 17 ans depuis que Jean-Michel et la famille ont créé Attitude, mais finalement c'est pas 17 ans, c'est 65 ans d'histoire qui se sont perpétués, donc c'est un véritable legacy. Donc cette partie-là, c'est assez émouvant aussi, puisque quand il y a des visiteurs qui viennent, donc les personnes à la réception emmènent et expliquent l'histoire. Et ou bien, quand on finit de déjeuner, on passe et on voit les gens des équipes qui sont là, qui sont en train de passer, on regarde le sourire et sur leur visage, et toujours il y a un sourire en disant waouh. Moi, je parlais aussi des jeunes de la nouvelle génération. Donc c'est très émouvant de voir tous les gens passer là, des gens qui travaillent ici depuis des années, et redécouvrir, de se dire qu'effectivement, l'authenticité mauricienne, elle date de 1956, et que finalement, c'est ces mêmes valeurs qui ont été perpétuées, qui vont continuer d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé pendant ces 65 dernières années? Il y a beaucoup de choses, mais finalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses, c'est les valeurs, et c'est ça qui fait un peu la philosophie d'Attitude, et c'est pour ça qu'on est attaché et fier à cette marque-là. Donc l'autre partie quand vous allez marcher, c'est, on a essayé de faire un hommage très ludique et interactif par rapport à nos engagements, nos hôtels, notre commitment pour le culturel mauricien. Ce qui fait notre grande force aussi, c'est l'humain, comme Jean-Michel l'a dit. Donc cet hommage à nos familles membeuses. Et bref, tout ce petit melting pot qui fait que pourquoi Attitude est différent et pourquoi Attitude continue à grandir, à se développer et bientôt en dehors des frontières mauriciennes. Et moi, il y a vraiment ce qui continue à me donner et à donner aux équipes cette passion-là. Je crois que c'est ce fameux legacy de 65 ans. Chaque chose qu'on crée, les challenges sont nouveaux, mais quand on continue, et même quand on va en Afrique, c'est finalement le même ADN et la même recette qu'on est en train d'emmener en Afrique. La seule chose qu'on ne va pas dire là-bas qu'on est authentiquement mauricien, on aura les coups de flèche avec les Maasai, mais on est authentiquement zanzibari. Et quand on arrive et l'approche qu'on a avec les locaux, même si on ne parle pas encore le Swahili, certains comme Clémentine, oui, commencent à parler. Donc c'est un objectif. Mais voilà,
on réalise que cette touche, cette culture d'entreprise qu'on emmène autour de l'humain, ben, voilà, ça marche même dans un autre pays, et c'est un élément de différenciation. Et au fait, c'est comment garder cette simplicité-là, et c'est ça, je crois, qui est le moteur de toute l'équipe. Donc, dans notre signature attitude, vous avez vu ça en bas. Bon, même si ça nous a rappelé un peu les bancs de l'école quand vous voyez tous sur les estrades, c'était pas tout bon souvenir, mais c'était sympa de vous avoir. Donc, dans notre signature, on dit des hôtels, mais pas que. Okay, donc, effectivement, ça interpelle beaucoup. Et ben, je pense que quand vous allez passer, là, vous allez voir qu'effectivement, Attitude, ce n'est pas que des hôtels. C'est une marque hôtelière, c'est une marque employeur, c'est une marque engagée, avec des passionnés. C'est aussi une marque culturelle. Donc tout ça, je pense que quand vous allez passer tout à l'heure, je vais vous donner le temps d'ouvrir les petits tableaux et tout ça, vous allez, je pense, bon, beaucoup d'entre vous le savent, mais je crois que c'est une manière très ludique de comprendre effectivement pourquoi des hôtels, mais pas que. Donc on a essayé de traduire les différentes facettes. Donc il y aura des dates clés sur l'histoire du groupe, notre mission, des petits ségas au mur qui montrent que effectivement c'était aussi les racines locales, et aujourd'hui on fait des concours compose de la musique où on met en avant des artisans locaux, des artistes locaux. On leur fait faire leur propre, on dit bus CD, effectivement c'est leur propre musique, leur propre podcast, enfin tout ça c'est bien encourageant. Donc aussi un petit parcours sur les différents hôtels. Pour le moment on en a 9 et je crois que le 10e est déjà avec Martin Mouet. Des photos historiques un peu de l'histoire du groupe sur, par exemple, le dîner chez l'habitant, et un livre XXL sur la dernière partie, c'est sur effectivement tout notre côté sustainability et notre engagement par rapport à l'environnement. Jean-Michel l'a souvent dit, malgré l'humilité, c'est de se dire, finalement on est parti un peu à contre-courant. Attitude, c'est une histoire, un groupe hôtelier, on est parti, on a fait les choses différemment. Il y avait une obligation de faire les choses différemment, parce que quand le groupe a été créé en 2008, on ne nous entendait pas, les plus gros groupes hôteliers étaient là, souvent construits par la famille Pito d'ailleurs, et on a eu vraiment se casser la tête pour dire oui, il faut faire différent pour pouvoir avoir notre place sur le marché. Donc tous ces éléments de différenciation, vous allez le retrouver, mais je crois qu'il y a quelque chose à chaque fois. On fait nos événements avec tout un qui rentre nous-mêmes. Il y a quand même une partie émotionnelle qui est forte, et c'est le premier dîner chez l'habitant. Pas du tout comment est-ce qu'un groupe hôtelier peut emmener des clients à travers la family members, c'est-à-dire les membres de leurs équipes, comment on peut les emmener chez eux pour un dîner. Ça ne se fait pas dans l'hôtel Remotion, on ne peut pas faire. Les normes de sécurité ne nous permettent pas. Donc effectivement, on l'a fait, et quand on a vu que les premiers clients sortaient de la banque Laurent, on s'est dit voilà, on ne va pas vendre que des hôtels. Cette attitude, ce n'est pas que des hôtels. Okay, c'est aussi une émotion, c'est une expérience autour du mauricianisme. Donc, bien sûr, ça c'était une très très belle expérience. Le créole, donc quand on a commencé et quand on a vraiment lancé la marque, on a utilisé le créole énormément dans notre communication, et on a vu que ça a eu aussi un impact de manière générale. Aujourd'hui, le créole qui est notre fierté, notre identité, comment elle est utilisée dans beaucoup de messages, et par d'autres compagnies aujourd'hui c'est devenu quelque chose de normal. Donc ça, c'est vraiment des étapes liées à l'histoire d'Attitude. Et je crois que le plus important, c'est de continuer cette connectivité avec nos employés qu'on appelle family members. Donc souvent les débats sur le thème family members, en disant que c'est un thème dur à porter, de se dire ce sont des employés et pas des family members. Et je crois qu'avec justement ces valeurs historiques, cette famille, il y a une fierté. Et il y a vraiment un élément de reconnaissance de la part de tous nos employés, où il y a cette appartenance à la philosophie du family member. Donc voilà, vous aurez le temps de découvrir tout ça. Je voulais faire pour finir un grand merci. D'abord à tous les artistes qui nous accompagnent effectivement pour pouvoir faire tout ça. Anne-Sophie, qui a orchestré tout ça d'une main de maître. Yann, il est dans les environs, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, Yann, bon, effectivement, qui est là, et Brian Lamoureux pour toutes les illustrations. Et bien sûr, donc Jean-Michel, avec toute la famille Pito et les sœurs, puisque tout ça, c'est une confiance que vous nous faites pour emmener Attitude plus loin, et bientôt sur les rivages africains. Donc, on vous donne rendez-vous à partir du 1er novembre à Martin Mouet. Si ça vous entend, regardez, ça va.
n'est pas là, mais enfin bref. Voilà les amis, je vous invite à découvrir tout ça. Après, on vous attend pour un petit apéritif sur notre fameux rooftop, les fameuses bières qui sont dégustées le vendredi, des bières mauriciennes. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée avec nous et merci d'avoir été là. En nombre, ça nous fait beaucoup plaisir. Merci.